Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 décembre 2020 pour le 216e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire mais aussi diplomatique, avec la participation de la RPD et de la RPL à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, et je vais surtout beaucoup parler de l'évolution de la situation économique et politique en Ukraine. Sur le plan militaire, du 28 novembre au 4 décembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 11 reprises, donc on est à quasiment la même chose que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 82 munitions, donc on est à plus que la semaine passée, dont 51 obus de mortier de 120 et 82 mm, soit presque 6 fois plus. Il faut y rajouter les 2 violations du cessez-le-feu et les 15 munitions, dont 12 obus de mortier de 120 mm, tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ils ont aussi tenté d'utiliser un drone contre le village de Kominternovo. Heureusement, les soldats de la milice populaire l'ont obligé à se poser en interceptant son signal grâce à une station de brouillage Terrico NEM2N. Et c'est là qu'ils ont découvert que le drone était chargé d'une grenade. Hein, voilà, petite méthode terroriste classique de l'armée ukrainienne. Malheureusement, les tirs de mortier dont je vous parlais durant les dernières 24 heures ont tué 2 soldats de la RPD. Hein, donc ces bombardements ont eu lieu dans le sud de la RPD, près de Leninskoye. La milice populaire, pour information, a répondu à ces tirs en faisant des victimes côté ukrainien. On n'a pas le détail, combien de morts, combien de blessés. Mais là, on a dit ça suffit les bêtises. Hein, voilà. Côté ukrainien toujours, ils ont des pertes hors combat cette semaine qui sont de 7 morts et 5 blessés, donc ça aussi ça continue. C'est toujours beau l'état de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne qui continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 71 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail 5 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 4 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 4 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 3 systèmes de défense anti-aérien OSA, 4 systèmes de défense anti-aérien Buk, 26 chars d'assaut T-64, 4 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 10 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 9 automitrailleuses type BRDM, 1 véhicule de transport de troupes type MTLB et 1 véhicule de reconnaissance blindé type BRM. Des véhicules d'ailleurs et pièces d'armement que les observateurs de l'OSCE ont détecté moins d'une semaine avant dans les gares ferroviaires du Donbass qui sont situées côté ukrainien, entre autres les grades, les Gvozdika, les systèmes de défense anti-aérien Buk, les chars d'assaut, tout ça avait été détecté dans des gares ferroviaires du Donbass côté ukrainien par les observateurs de l'OSCE entre le 27 et le 30 novembre. Hein, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment... Tout ça, ça sort pas de notre imagination. Pour cacher tout ça, bien entendu, l'armée ukrainienne continue de brouiller le signal des drones de l'OSCE. Cette semaine, ça a eu lieu à 2 reprises. Je vous montre la carte. Je vais vous parler donc de la situation diplomatique, accord de Minsk, puisque le 2 décembre 2020, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni selon la formule ARIA sur le thème de la mise en œuvre des accords de Minsk, une réunion à laquelle les représentants de l'RPD et de l'RPL, Natalia Nikonorova et Vladislav Denego, qui sont les ministres des Affaires étrangères des 2 républiques, ont participé. Les Occidentaux, Français et Allemagne en tête, ont tout fait pour carrément empêcher la réunion d'avoir lieu, sous prétexte qu'elle ne respectez pas le format Normandie. Du grand délire, je vois pas ce que ça vient faire dans la choucroute. C'est pas grave. Bon, ils y sont pas arrivés, donc ils ont décidé de la boycotter, et ils ont empêché qu'elle soit rediffusée en direct puis publiée sur la chaîne YouTube officielle de l'ONU. Résultat, c'est la chaîne YouTube de la représentation russe au sein de l'ONU qui a rediffusé et publié l'événement. Bon, par mesure de rétorsion, la Russie a clairement dit qu'elle empêchera toute diffusion des réunions à la formule ARIA des Occidentaux sur la chaîne YouTube de l'ONU. C'est un prêté pour un vendu. Le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia, a introduit l'événement en dénonçant les tentatives de Kiev de faire croire que la seule réelle plateforme de négociation, c'est le format Normandie, et non la plateforme de Minsk. Tentative de l'Ukraine de ne pas avoir à négocier avec la RPD et la RPL et de faire croire à son fantasme de guerre contre la Russie en essayant de faire croire que la seule avec laquelle elles doivent négocier c'est Moscou. Ce qui est une violation totale des accords de Minsk, hein, je vous l'ai déjà dit il y a un bon moment en arrière.
Dans les accords de Minsk, si vous les lisez, c'est très clairement écrit que l'Ukraine doit discuter avec les représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire les districts qui ne sont pas sous son contrôle, c'est-à-dire la RPD et la RPL. Hein. Donc bon, je veux dire, là on peut pas faire plus clair. Je rappelle aussi d'ailleurs que la RPD et la RPL ont signé les accords de Minsk à 2 reprises, en 2014 et en 2015. Hein. Donc il y a la signature d'Alexandre Zakharchenko et d'Igor Plotnitsky en bas du document, donc je veux dire à un moment plus clair que ça, non, là on peut pas, faut arrêter. D'ailleurs, comme l'a rappelé M. Demezia, le format Normandie ne peut se substituer à la plateforme de négociation de Minsk, parce que le seul but du format Normandie, c'est d'évaluer les progrès faits dans les discussions entre l'Ukraine, la RPD et la RPL, et puis de redonner un petit coup de pouce quand il y a besoin. Il a aussi expliqué qu'il avait invité son homologue ukrainien, que la lettre n'a jamais eu de réponse. Mais ce qui était le plus choquant, ça a vraiment été la réaction des Français et des Allemands. Ça a été aussi la réaction qui a été la plus lourdement commentée par les représentants russes à l'ONU et par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Je rappelle quand même que ces deux pays sont des garants des accords de Minsk aux côtés de la Russie et de l'OSCE. Des accords qui stipulent, comme je l'ai dit, que l'Ukraine doit négocier directement avec la RPD et la RPL. Or, en voulant empêcher les deux représentants des républiques d'être entendus à l'ONU, Paris et Berlin ont en fait soutenu indirectement la position destructrice de l'Ukraine qui vise à faire croire que Kiev doit négocier avec la Russie. Ce qui détruit totalement les accords de Minsk. Parce que bon, pourquoi l'Ukraine devrait discuter avec la RPD et la RPL si Paris et Berlin refusent même de les écouter? C'est simple quand même à comprendre. Ils ont fait un lobbying actif auprès des autres délégations pour qu'elles ne participent pas, ce qui a en partie porté ses fruits. Les délégations occidentales n'ont pas participé à l'événement, mais il y a quand même 17 pays en plus de la Russie qui y ont assisté, entre autres la Chine, l'Indonésie, la Biélorussie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, le Nigeria, l'Égypte et la Syrie. Donc Natalia Nikonorova et Vladislav Deneygo ont fait en fait une explication de la situation. Ils ont expliqué pourquoi et comment la guerre a commencé, donc la fameuse loi qui retirait à la langue russe son statut de langue régionale, comment tout ça a commencé, les bombardements contre les civils, y compris les bombardements aériens. Vladislav Deneygo a parlé de ce fameux bombardement aérien sur Lugansk en juin 2014, qui a fait de nombreuses victimes parmi les civils. Qui avait d'ailleurs été décrit par l'OSCE comme étant dû à un climatiseur qui aurait explosé. Le jour où vous voyez un climatiseur qui explose, qui fait des dégâts pareils, vous me faites signe, parce que ça m'intéresse. Ils ont aussi mentionné les statistiques de l'ONU qui montrent que 80% des victimes civiles de bombardements ou de tirs se trouvent de notre côté, ce qui montre que l'armée ukrainienne vise délibérément les civils. Ils ont dressé aussi un bilan de la mise en œuvre des accords de Minsk et des différentes méthodes de blocage et de sabotage qu'utilise l'Ukraine pour empêcher ces accords d'être appliqués. Natalia Nikonorova a aussi déclaré que les deux républiques étaient prêtes à organiser un référendum en conformité avec les normes du droit international pour demander à la population du Donbass ce qu'elle veut, afin que les résultats de ce référendum soient reconnus internationalement. Je rappelle quand même qu'on avait déjà invité les observateurs internationaux lors du référendum de 2014, pareil en Crimée d'ailleurs, et qu'ils ont toujours refusé de venir. Donc au bout d'un moment, soit vous venez, soit vous la fermez. La réaction de la France et de l'Allemagne a été en tout cas très durement commentée par la représentation russe à l'ONU sur sa chaîne Telegram, qui est tenue par M. Polianski, qui est l'adjoint de M. Nebenzia. Il a dit, je cite, « Quant aux Allemands et aux Français, ils ont montré leur vrai visage dans cette situation de la manière la plus éloquente possible. Ils ne se soucient pas du processus de Minsk, ni des habitants du Donbass, ni de la population russophone d'Ukraine dans son ensemble. Il leur suffit de prémunir leurs protégés de Kiev de la vérité, de soutenir à tout prix leurs affirmations infondées sur la tristement célèbre agression russe. Au fait, nous en parlerons aussi. Ils ne sont pas des médiateurs et il n'y a rien à attendre d'eux maintenant, c'est devenu absolument évident. Les masques sont tombés, messieurs, la question est de savoir si le format Normandie survivra à un tel coup. Après tout, ils peuvent se réunir et fantasmer sur la situation en Ukraine sans nous, et ils n'ont pas besoin de la vérité ni d'un véritable règlement, sous-entendu, du conflit. » Donc là, je pense que c'est très clair. Donc là, la France et l'Allemagne se sont totalement discrédités en tant que garants des accords de Minsk, montrent qu'ils ne servent à rien, et que s'ils servent à rien en tant que garants, les accords ne seront pas appliqués. Je veux dire, faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et là, ça remet même en cause potentiellement le format Normandie. Puisque, je veux dire, s'ils veulent jouer à ce petit jeu-là, la Russie a dit ça sert à rien. Non, mais bon, si c'est pour faire des trucs pareils,
Stop, quoi. Stop. C'est que vous n'avez pas besoin des accords de Minsk, puisque vous prenez une position qui va à l'encontre de ces accords. Hein. Ces accords, je le rappelle, donc disent l'Ukraine doit négocier avec la RPD et la RPL. D'accord? Donc si vous refusez même de les entendre, que vous faites en sorte qu'ils ne soient entendus par personne, que personne ne puisse entendre leur vérité, et que vous faites même en sorte que ça soit même pas diffusé sur la chaîne de l'ONU, hein, des fois que les gens puissent découvrir des choses, hein. Bon, bah écoutez, c'est que vous voulez pas réellement un règlement pacifique du conflit dans le Donbass. Voilà, vous voulez juste sauver les apparences, c'est tout, point barre. Donc tout ça, ça sert à rien. Je pense d'ailleurs qu'après le 9 décembre, qui était la date butoir que Zelensky avait fixée, hein, c'est les 1 an après la réunion au format Normandie de Paris, je pense que la situation va gentiment de plus en plus dégénérer. Je pense que la situation de l'Ukraine, c'est quand même catastrophique, je vais y revenir. J'avais parlé brièvement du coronavirus, puisqu'en RPD, on en est à 11 476 cas, soit 866 de plus que la semaine passée, dont 1080 morts, soit 87 de plus, et 5 618 guéris, soit 538 de plus. En RPL, on en est à 1830 cas, soit 56 de plus, 150 morts, soit 9 de plus, et 1591 guéris, soit 48 de plus. En Ukraine, on a dépassé la barre des 800 000, on en est à 801 1716 cas, soit 92 015 de plus, dont 13 421 morts, soit 1328 de plus. Et donc, je vous parlais de l'évolution de la situation en Ukraine. Eh ben, on a le directeur général du Ukroboronprom, qui est quand même le complexe militaro-industriel ukrainien, qui a admis lors d'une interview qu'il n'y a plus d'industrie de production de munitions en Ukraine, puisque la seule usine qui leur restait de munitions, elle est à Lugansk. C'est une usine dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui produit en fait des munitions maintenant pour les RPD et les RPL. Donc l'Ukraine n'a plus rien, donc elle l'achète à l'étranger, ce qui lui coûte une fortune. Hein, ça va des balles de fusil jusqu'aux obus de gros calibre. Hein. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. Et si Kiev voulait relancer une telle industrie, ce qu'elle semble vouloir faire, il faut tout recommencer à zéro, et ça lui prendrait plusieurs années. Ce cher directeur général a aussi rappelé que Kiev avait passé un contrat avec une société américaine, Grey Fox, qui a empoché le pognon et qui n'a jamais fourni la chaîne de production d'obus de gros calibre qu'elle avait promis. Bon, la société ukrainienne Artyom a fait un procès qu'elle a gagné auprès de la cour d'arbitrage de Stockholm, mais bon, faire appliquer ça surtout contre une société américaine, bon courage, je pense qu'ils sont pas prêts de revoir le fric. Alors pourquoi l'Ukraine est dans cette situation, alors que ceux qui connaissent un petit peu l'histoire savent qu'elle avait hérité d'un énorme complexe militaro-industriel qui datait de l'époque soviétique. Parce que tout simplement après la chute de l'URSS, ils ont tout vendu ou ils ont laissé être volé. Et jusqu'aux munitions. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être vendu l'a été, en termes d'armement, mais aussi donc les munitions. Et ce qui n'a pas été vendu a été soit volé, soit est parti en fumée dans les nombreux incendies et explosions d'entrepôts dont je vous ai déjà parlé en 5 ans. D'articles et de reportages. Pour certains experts, l'Ukraine ne pourra pas recréer une telle industrie de sitôt car elle n'a pas l'argent et aucun investisseur va mettre le moindre kopek dans l'économie ukrainienne et surtout dans une société ukrainienne après l'affaire Motorsiche. L'Ukraine n'a plus non plus la main-d'œuvre qualifiée pour ça puisqu'elle s'est barrée à l'étranger depuis longtemps. Et puis, justement, en parlant de perte de main-d'œuvre, ça ne va pas s'arranger, puisque même les médias ukrainiens, là, je vous cite, c'est le Kyiv Post, d'accord, c'est pas de la propagande russe, admet qu'en 2019, 757 000 Ukrainiens ont reçu un permis de séjour dans un pays de l'Union européenne. C'est-à-dire 2% de la population ukrainienne. D'accord? En un an, 2% de la population ukrainienne s'est barrée en Europe. Tout va bien, tout scintille. Résultat, les Ukrainiens constituent le plus gros contingent, le plus gros groupe étranger qui ait reçu des permis de séjour dans l'Union européenne. Ils représentent 25,6% des 3 millions de permis de séjour délivrés cette année-là. Et ça, c'est juste pour l'Union européenne. On compte même pas tous ceux qui sont partis en Russie, ceux qui sont partis au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. On parle juste de l'Union européenne. 2% de la population qui sont partis juste vers l'Union européenne. Voilà, vous rajoutez tous les autres. Je pense que vous pouvez joyeusement doubler le chiffre. Mais à part ça, tout va bien en Ukraine, d'après certains. Le déficit démographique ukrainien serait soi-disant dû à la super forme de l'économie ukrainienne. Non, si les gens se barrent, c'est qu'il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, c'est que ton économie, elle va pas bien.
Autre point de tension, ça risque de devenir la Transcarpathie. Hein, il y a des craintes de séparatisme de plus en plus fortes. Il y a eu des descentes, entre autres du SBU, dans certaines administrations et certaines institutions qui sont liées à la Hongrie. Et je pense que ça va devenir de plus en plus tendu là-bas. Il semble qu'il y ait des rumeurs d'envoi de troupes en Transcarpathie pour éviter un scénario façon Donbass. Ce qui pourrait bien arriver avec la dernière connerie linguistique en date, puisque le Sprechenführer, le médiateur linguistique ukrainien, là, le Taras Kremen, dont je vous avais parlé la semaine dernière, a déclaré qu'à partir du 16 janvier 2021, le personnel du secteur des services, donc entre autres les magasins, devait servir les gens exclusivement en ukrainien, sauf si le client demande que le service soit dans une autre langue. Et en cas de manquement, hein, il encourage les gens à faire de la délation auprès de lui. Hein, voilà. On reste toujours dans les mêmes méthodes, Gestapo, tout ça, tout va bien. C'est du débilisme, je veux dire. L'Ukraine n'est pas un pays uni, comme ils prétendent l'être, ça n'est pas vrai. C'est un pays qui aurait dû s'inspirer de la Suisse, ou de la Belgique, ou de la Russie. Mais c'est pas un pays, une langue, hein. Non, du tout. Ça, c'est de la connerie monumentale d'essayer d'appliquer ce qu'on voit dans des pays comme la France à l'Ukraine. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point l'Ukraine n'est pas du tout la langue courante de la plupart des gens, on a une nationaliste ukrainienne là, qui s'est plainte publiquement qu'elle était venue dans le Donbass et qu'à chaque point de contrôle de l'armée ukrainienne, les soldats ukrainiens lui parlaient en russe. Voilà, donc elle s'est plainte que les mecs lui parlaient pas en ukrainien. Voilà, donc ça vous montre bien hein, que non, l'ukrainien n'est pas la langue courante, qu'ils essayent de l'imposer par la force, comme les soviétiques l'ont fait à une époque, avant d'arrêter les bêtises, quand ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Non, c'est du débilisme. Vous essayez de forcer les gens à parler une langue qui n'est pas leur langue natale, c'est absolument délirant. Je vais reparler aussi de la situation financière de l'Ukraine. Déjà, le FMI a refusé de leur accorder une aide d'urgence qui était demandée, donc ça, je pense que vraiment ils vont pas tarder à être vraiment dans une situation catastrophique, et ça risque de le devenir encore plus si elle doit se plier aux exigences de l'ONU, puisque l'ONU a demandé à Kiev de payer les retraites des habitants du Donbass sans exiger d'eux un certificat disant qu'en fait ils sont réfugiés en Ukraine. C'est la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine qui a exigé que Kiev cesse d'obliger les gens à se déclarer comme réfugiés internes pour pouvoir toucher leur dû, puisque je rappelle quand même que les gens d'ici ont cotisé toute leur vie pour cette retraite, hein, je veux dire, ils la volent pas. L'organisation a aussi rappelé que la loi 2083D qui concerne ce sujet est en attente d'être votée par le Parlement ukrainien depuis 1 an. Ça fait long là quand même, hein, faut peut-être pas exagérer. Et qu'en plus, au vu de la fermeture de la ligne de front pour cause de coronavirus, il est impossible pour les habitants de la RPD et de la RPL de venir faire les démarches en Ukraine. Hein, donc là, ils disent, là c'est plus possible. Donc je pense qu'ils vont s'asseoir dessus, comme ils sont assis sur la décision d'une cour de Kiev qui en était venue peu ou prou à la même conclusion. Pendant ce temps-là, à Kiev, accrochez-vous bien, préparez la laise, la couche culotte, parce que là, on a du lourd, on a du très très lourd. Vous pensiez que la guerre hybride menée par la Russie ne concernait que le champ de bataille, Internet et les médias ? Ah, que nenni ! Les propagandistes ukrainiens nous ont appris que la guerre hybride russe se mène aussi dans la cuisine. Non, c'est pas un poisson d'avril. C'est un compte Twitter qui appartient au Hybrid Warfare Analytical Group, donc groupe d'analyse de la guerre hybride, hein, ça pète hein, comme nom, qui est en fait une simple section du Ukraine Crisis Media Center, c'est-à-dire le centre médiatique de la crise ukrainienne. C'est un des organes de propagande ukrainienne les plus actifs, hein, le tout financé d'ailleurs par l'OTAN, l'ONU, l'UNICEF, l'USAID, les USA, les Norvégiens, les Suédois, la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque, etc. Je vous mets toute la liste là. Donc en fait, une partie de vos impôts qui sert à financer l'OTAN, sert aussi à financer ce bousin qui nous a pondu un article sur l'horrible guerre hybride que la Russie mène en s'appropriant, soi-disant, des traditions culinaires d'autres pays. Non, prière de pas mourir de rire, s'il vous plaît. Hein, on parle de guerre hybride, là. On parle d'un truc sérieux, merde. Alors, bon... enfin, pour eux, c'est sérieux.
Alors sans surprise, on retrouve là-dedans le borsch, hein, mais aussi les chachliks, hein, c'est des brochettes qu'on cuit au barbecue, c'est des trucs classiques du Caucase, le poulet à la kievienne, les draniki biélorusses, etc. Je vous montre la petite infographie. Alors, ce qui nous vaut hein, la colère de ce bousin, c'est que dans des restaurants dits russes, hein, à l'étranger, entre autres aux États-Unis, on retrouve tous ces mets dans le menu comme si c'était des spécialités russes. Donc, parce que des restaurants dits russes mettent le borsch dans leur menu, c'est la Russie qui s'approprie les spécialités culinaires de l'Ukraine, du Caucase, de la Biélorussie, etc. Là, j'espère qu'on a vraiment touché le fond rayon conneries. Parce que si vous continuez à creuser, vous allez tomber dans le noyau terrestre. Non, là, c'est plus possible. Déjà de une, parce qu'avant 1917, la Biélorussie et l'Ukraine n'existaient pas. Hein, voilà, elles faisaient partie de l'Empire russe. Donc c'est logique que leur spécialité culinaire se soit propagée dans l'Empire et soient devenues des classiques de la cuisine en Russie. Hein, je veux dire, il n'y a pas de guerre hybride là-dedans. Pas plus qu'il n'y a de beurre en branche. De deux, le poulet à la kievienne, contrairement à son nom pourrait l'indiquer, hein, contrairement à ce que son nom pourrait l'indiquer, n'est pas du tout originaire d'Ukraine. Hein, mais a été inventé par un chef cuistot russe au début du 19e siècle, certainement piqué d'ailleurs à la cuisine française. Hein, le nom de poulet à la kievienne a été inventé à la suite pour les restaurants russes en Europe et en Amérique, justement. Hein, donc là, pour le coup, c'est l'Ukraine qui essaie de s'approprier une spécialité culinaire qui n'est pas du tout la sienne. Et alors là, c'est encore plus débile, c'est qu'à part les restaurants dits russes à l'étranger, la Russie ou les Russes eux-mêmes ne prétendent pas et ont jamais déclaré que ces plats sont typiquement russes. Jamais. Hein, ils les cuisinent juste fréquemment, et ils en ont autant le droit que des Français peuvent cuisiner des pâtes ou des pizzas ou de la paella ou du couscous. Hein, non, là c'est... non, là on a touché le fond, là. Rassurez-moi. Bon, je vous rassure, sur Twitter, tout le monde se fout de leur gueule en leur disant d'arrêter leurs conneries. Je vous mettrai le lien vers le fil Twitter. Vous allez pouvoir vous amuser, hein, par 2-3 adeptes de la crampe du bras droit ukrainien qui essayent de défendre cette connerie. La plupart des gens, genre 95% des commentaires, sont quand même en mode « dites les mecs, vous pouvez arrêter les conneries quand même, là ça va bien 5 minutes ». Voilà, voilà. Je pense que la situation va continuer gentiment à se dégrader ici. Je rappelle que le formulaire pour soumettre des questions pour l'interview de Faina Savenkova est toujours ouvert, donc je le remettrai en commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vous encourage vraiment à m'envoyer vos questions, on en a déjà reçu plusieurs qui sont assez intéressantes, mais voilà, je veux vraiment vous laisser proposer vos questions au maximum pour que cette interview soit vraiment unique. Je vous dis en attendant à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.